Alors, bonjour à tous. Donc, je suis le docteur Financière, je travaille à l'hôpital de Mâcon. Et en fait, c'est un projet qu'on a établi dans le service, qu'on va déjà mettre en œuvre dans le service d'hémodialyse chronique, avant de l'étendre sur l'antenne Santélis de chez nous. Alors, pour vous en parler, on va déjà reprendre un petit peu quelques notions théoriques sur la nutrition en hémodialyse chronique et surtout sur la lutte contre la dénutrition protéino-énergétique, qui est définie comme une perte de la masse maigre et des réserves énergétiques de l'organisme, avec la cachexie qui se réfère à une forme très sévère de dénutrition protéino-énergétique et qui est souvent associée à un mauvais pronostic. Alors voici un petit peu la définition qui commence à dater un petit peu de l'ANES de 2003, où en fait la définition d'une dénutrition protéino-énergétique intègre plusieurs critères, avec des critères anthropométriques, le poids, la taille, le calcul de l'IMC, associés ou non à des méthodes biologiques ou biochimiques, donc c'est l'albumine et préalbumine, les index, on va en parler du MNA, et l'évaluation bien sûr de la prise alimentaire par une enquête diététicienne. Alors voici les critères de dénutrition. Donc l'index de masse corporelle, c'est le poids sur la taille au carré, avec l'interprétation en fonction des chiffres, qui va de la famine à l'obésité morbide ou massive. Je vous ai mis ici le Mini Nutritional Assessment, qui est le MNA, qu'on utilise peu en pratique, mais je pense qu'on devrait le généraliser, puisqu'en fait c'est un outil de dépistage qui est très simple à faire. C'est un questionnaire où en fait on coche en fonction des réponses, on obtient un score d'appréciation de l'état nutritionnel, et très rapidement, au lit du patient, on peut déjà se faire une idée un petit peu de l'état nutritionnel et de l'état de la dénutrition. Alors bien sûr, l'enquête diététique qui est très importante, avec une diététicienne qualifiée. On peut calculer les ingestats sur plusieurs jours. En général, on fait un questionnaire alimentaire sur 3 jours que le patient renseigne. Il note tout ce qu'il mange, tout ce qu'il boit et la méthode de préparation des repas, sans oublier les repas qui sont pris en dehors du domicile. Et ensuite, on en déduit la quantité de protéines consommées, les kilocalories consommées, et ensuite on détermine le nombre de protéines, l'apport glucidique et l'apport lipidique. La fréquence idéale de l'enquête, c'est tous les 6 mois. Et ne pas oublier bien sûr le score d'appétit. Alors le score d'appétit, c'est très simple, c'est monsieur, madame, est-ce que vous avez faim? Alors, je ne suis pas sûre que dans les centres de dialyse, on pose souvent cette question. Voici le diagnostic simplifié de dénutrition selon les recommandations HAS qui ont été révisées en 2012, avec bien sûr un diagnostic qui repose sur la présence d'un ou de plusieurs critères. Toujours avoir une évaluation globale en termes d'index de masse corporelle, de perte de poids, de taux d'albuminémie, et on retrouve ici le score du MNA. Voici l'étude qui a été publiée en 2011 au Kiné International par M. Fouque, qui définit plus précisément les critères de dénutrition protéino-énergétique en dialyse, avec en premier des critères biologiques, un taux d'albumine sérique inférieur à 38, une préalbumine inférieure à 300, un taux de cholestérol bas, associé ou non à différents critères en termes de masse corporelle, de réduction de masse musculaire et d'apport diététique insuffisant. Donc le diagnostic, si un critère inférieur aux limites dans au moins 3 des 4 groupes des paramètres nutritionnels. Alors ici, je vous ai mis une petite diapositive. C'est un autre critère qu'on peut utiliser en hémodialyse chronique. C'est la mesure du NPNA, ou en fait la mesure de la génération d'azote protéique, qui donne également une très bonne idée sur l'état nutritionnel d'un patient. Donc là, je vous ai mis une diapositive sur le taux d'ascension de l'urée post-dialytique. Alors ici, c'est la séance de dialyse. Donc le patient va commencer avec un taux d'urée qui est élevé. La séance de dialyse va faire son travail. On va épurer l'urée. Voici l'urée de fin. Et ensuite, en période interdialytique, l'urée va réaugmenter, elle va se reconstituer. Elle va se reconstituer plus ou moins vite et à des taux plus ou moins élevés selon l'état nutritionnel du patient. Si le patient est en dénutrition, ne mange pas beaucoup, il va avoir plutôt une courbe de génération d'azote protéique qui va rester plutôt basse.
Alors la dénutrition protéino-énergétique, on s'y est intéressé parce qu'en dialyse, c'est un problème majeur de santé publique. D'abord, la dénutrition et dialyse, c'est aux alentours de 30% des patients qui sont en hémodialyse chronique. C'est énorme. Et c'est un facteur de risque indépendant de mortalité. Alors, je vous ai mis cette diapositive qui vient d'une étude qui a été sortie en 2005. On va regarder en fait le risque relatif de mortalité en fonction de l'index de masse corporelle. Donc, la courbe noire, c'est le sujet tout venant, c'est la population des patients qui ne dialysent pas. Donc on va regarder un petit peu, quand on a un IMC dans la norme, eh ben on a un risque relatif de mortalité qui est à 1, c'est-à-dire qui n'est pas plus élevé. Quand les patients, les gens de la population générale sont obèses, bah plus il y a un IMC élevé, plus le facteur de risque de mortalité est élevé. C'est pour ça qu'on a des programmes de lutte contre l'obésité en France, qui est une très bonne chose. On va regarder maintenant la courbe rouge, les patients qui sont en hémodialyse. Les patients qui sont en hémodialyse, ceux qui meurent le plus, ce sont les patients les plus dénutris. Alors les causes de la dénutrition protéino-énergétique, eh ben, c'est toujours, dans tous les cas, les apports protéiques qui sont inférieurs à la consommation de protéines qui est nécessaire au métabolisme. Alors on a l'anorexie du dialysé, les pertes d'acides aminés perdialytiques, les perturbations du métabolisme protéique par tout un système de cytokines inflammatoires que je ne décrirai pas ici, et un mécanisme d'inflammation, d'acidose métabolique et d'insulinorésistance. Alors, comment faire pour lutter contre la dénutrition protéino-énergétique en hémodialyse chronique? Je vais vous montrer un petit peu les études qui ont été réalisées, qui ne sont pas nombreuses, mais qui ouvrent peut-être la voie à une méthode de lutte efficace contre cette dénutrition. Alors, le constat, c'est que l'amélioration des techniques de dialyse n'a pas permis d'obtenir une diminution de l'importance de la dénutrition protéino-énergétique. On a été capable d'améliorer considérablement les techniques en 30-40 ans de dialyse maintenant, à un tel point que les séances sont mieux tolérées, notamment sur le plan tensionnel, comme on l'a vu ce matin, qu'on utilise beaucoup moins de doses de PO, qu'on est capable de faire beaucoup de choses pour améliorer la qualité de vie des patients. Mais malgré tout cela, on n'arrive pas à lutter contre la dénutrition des patients en hémodialyse chronique. Alors la solution, c'est peut-être pas forcément sur la technique de dialyse en elle-même, mais c'est peut-être par l'augmentation de l'apport protéique d'origine alimentaire. Alors comment faire pour faire manger des protéines aux patients ? Alors nous, on s'est intéressé à cette question. On a fait une étude quand j'étais encore interne à Dijon, avec la collaboration du Centre des sciences des goûts et de l'alimentation et de l'INRA, qui ont un de leurs sièges à Dijon, avec également des patients qui ont intégré cette étude et qui dialysaient à Santélis notamment. On a regardé un petit peu quel était leur comportement alimentaire. Alors, je vous ai mis ici un schéma un petit peu professoral du comportement alimentaire, mais en gros, et vous y repenserez un petit peu ce soir en mangeant, quand on a faim, on voit un aliment, on se dit « chouette, je vais le manger », on le mange, on a envie de le manger, puis petit à petit, on se dit « ça suffit, j'ai envie de passer à autre chose, je vais prendre le dessert ». Bon. Parmi un petit peu toutes ces étapes, il y a le système Reward, qui définit en fait le wanting et le liking par rapport à un aliment, qui sont deux structures totalement différentes sur le plan anatomique et endocrinien, excusez-moi. Donc on va prendre une soupe. Une soupe, vous pouvez l'aimer, liking élevé. Si je vous la propose au lever à 6 h du matin, vous n'allez pas avoir envie de la manger. Donc la soupe, à 6 h du matin, au lever, liking élevé, wanting faible. Cette même soupe, si je vous la propose au coin du feu, au retour d'une journée de ski, vous allez avoir envie de la manger. Donc la soupe au coin du feu le soir après une longue journée d'hiver, liking élevé, wanting élevé. Donc pour le même aliment,
on peut avoir, et également pour le même patient, des modifications du liking et du wanting en fonction du moment où on propose cet aliment. C'est un petit peu ça qu'on a étudié chez le patient en hémodialyse. Alors, comment on a fait ? On a présenté en fait des questions sous forme d'échelle visuelle analogique sur le wanting des aliments. On a dit, Madame, Monsieur, à l'instant présent, est-ce que vous avez envie de consommer cet aliment ? Et on a demandé au patient de mettre une croix dont le centre est sur un trait de 10 cm, entre pas du tout envie et très envie. Et on a fait ça pour 18 aliments. 6 aliments glucidiques, 6 aliments protidiques et 6 aliments lipidiques. On a fait ça sur 2 jours pour les patients en hémodialyse. Donc un jour où ils dialysaient, on a fait ces questions au moment du branchement et on a refait ce questionnaire à la fin de la séance de dialyse et on les a fait revenir un jour où ils ne dialysaient pas pour refaire la série de tests aux mêmes heures, c'est-à-dire entre 7h et 8h et entre 11h et midi. On a comparé cela à des patients qui n'étaient pas en hémodialyse et qui n'étaient pas non plus insuffisants rénaux. Alors bien sûr, pour limiter tous les facteurs confondants, on a exclu tous les patients qui étaient notamment diabétiques et on a demandé aux patients, au moment de l'étude, de déjeuner chez eux avant de venir faire la séance de questions, la séance de dialyse, et de ne pas prendre de collation pendant la séance de dialyse. Ce qui a limité un petit peu le nombre de patients inclus, mais quand même, on est arrivé à pas mal de résultats, et notamment celui-ci qui, pour moi, est très significatif. Alors, on avait 2 groupes de patients. On avait le groupe des patients en dialyse et le groupe des patients non dialysés, non insuffisants rénal. Pourquoi est-ce qu'on a 3 barres ? Tout simplement parce que les patients dialysés, on les a vus 2 fois. On les a vus un jour où ils ne dialysaient pas et un jour de dialyse, qui est là la barre un petit peu plus foncée. Donc on va prendre les témoins, ce qui est la barre la plus claire. À 7h du matin, personne n'a envie de manger des protéines. C'est normal, on vient de prendre le petit-déj, on a mangé sucré, personne n'a envie de manger les protéines. Au passage, on ferait ça dans les pays nordiques, on n'aurait pas du tout les mêmes résultats. La matinée passe, à 11h, pouf, oui, j'ai envie de manger de la prot. Qu'est-ce qui se passe pour le patient qui est en dialyse ? Le jour où il ne dialyse pas, à 7h, il n'a pas envie de manger des protéines. À 11h, il a envie, mais un peu. Pas non plus à des taux significatifs. Bon, c'est pas franc, quoi. Le jour où le patient dialyse, au début de la séance, il n'a pas envie de manger de la protéine. En toute fin de séance, vous voyez, il a envie à un taux plus élevé que le jour où il n'a pas dialysé. Et il y a une augmentation de cette envie de manger les protéines qui est telle que juste après la dialyse, on est presque à des taux qui sont équivalents au sujet témoin. Du coup, on s'est dit, bah chouette, on va pouvoir augmenter l'apport protéique des patients. Donc on a fait une deuxième étude qui s'appelle l'étude Plateau, qu'on a réalisée également avec des patients de plusieurs antennes de Santélis, où on a proposé aux patients ce genre de plateau alimentaire. Donc comme ça, à vue d'œil, il y avait du saumon avec du fromage frais, il y avait une soupe de lentilles, il y avait un petit peu de poulet, là je crois que c'était du rôti, et là il y avait un clafoutis. Donc ça paraît quand même, somme toute, un plat standard, mais volontairement, en fait, c'était un plateau qui était riche en protéines. Et on a pris les patients en dialyse et on leur a fait livrer ce plateau un jour où ils dialysaient et un jour où ils ne dialysaient pas. Ils ont mangé ce plateau à midi, ils ont ramené les restes et nous, on en a déduit ce qu'ils avaient un petit peu mangé. Et on a regardé en termes d'apport de protéines, de glucides et de lipides s'il y avait une différence. Et là, il y a une différence. Donc, il n'y a pas de différence pour les glucides et les lipides.
En revanche, pour les protéines, alors le patient, quand il a pris son plateau à distance de la dialyse, eh ben, sa prise de protéines, elle a été à peu près de 60 grammes. Quand il a pris ce même plateau le jour où il a dialysé, eh ben là, on avait une augmentation à près de 70 grammes, ce qui représente un apport protéique de plus de 20%. Et ce jour-là, le patient, en un seul repas, il a consommé l'équivalent de protéines qui est recommandé, notamment dans les Kadoki. Donc ça marche aussi si on y associe toujours le rôle de l'éducation diététique. Je vous montre cette étude qui pour moi est très parlante, qui a été publiée en 2014 par une équipe espagnole. Ils ont pris 87 de leurs patients en dialyse, ils ont fait 2 groupes, une supplémentation orale et une éducation diététique. Et ils ont regardé un petit peu la variation de la concentration sérique de l'albumine, donc l'estimation de l'état nutritionnel des malades. Alors qu'est-ce qui se passe ? Ben, ça marche. Donc ça, c'est quand on a la supplémentation orale seule. On a le taux d'albumine qui remonte un petit peu. Et ça, c'est quand on y associe le rôle de l'éducation diététique, et ben ça marche encore mieux. Donc quelque part, la prise en charge de la dénutrition, c'est toujours quelque chose qui est important à suivre au long cours. C'est compliqué, mais on peut y arriver quand on arrive à mettre des moyens qui sont médicamenteux et aussi des moyens d'éducation diététique derrière. Je vais vous présenter cette étude que je n'ai pas faite, bien que j'aurais voulu la faire, mais qui a été faite par l'équipe de Tassin, qui, bien amicalement, m'a permis de prendre un petit peu leur diapositive pour vous montrer cette étude qui est extraordinaire. Ils ont évalué l'impact sur les paramètres nutritionnels de la distribution pendant les séances d'hémodialyse d'une collation enrichie en protéines par rapport à une collation standard. Ils ont fait une étude prospective qui alternait 4 périodes sur une durée totale de 16 mois. Donc pendant 4 mois, il y avait collation standard, 4 mois plus tard, collation enrichie, puis ils revenaient sur une période de collation standard et de nouveau collation enrichie. Et ils ont regardé un petit peu ce que ça donnait en termes d'évaluation de l'état nutritionnel sur des données biologiques, sur des données d'impédance, de score d'appréciation des collations et des tests fonctionnels. Alors voici un petit peu les collations. Donc pour eux, leur collation standard est déjà une collation importante, parce qu'elle était à près de 400 kcal avec 8 grammes de protéines. Et la collation enrichie, on était à près de 600 calories avec 28 grammes de protéines. Et voici ce que ça donne en termes de variation de la concentration sérique d'albumine. Donc les patients, ils partaient de 34 grammes, ce qui est déjà très honorable. Hop, période de collation enrichie, ça monte de manière significative avec un taux d'albuminémie à 36. On revient à une collation standard, le taux se stabilise. Et on reprend une période de collation enrichie, le taux augmente. Donc en gros, comment améliorer les performances nutritionnelles du patient en hémodialyse ? Ça passe par l'étude du comportement alimentaire qui a montré que la séance de dialyse en elle-même modifie le wanting, c'est-à-dire l'envie de manger des protéines. Et ça passe par l'apport protéique privilégié en dialyse et en post-dialyse immédiat de protéines, associé bien sûr à une stratégie globale de renutrition. Du coup, on est parti de ce constat et on va mettre en place une évaluation des pratiques nutritionnelles sur Santélis Mâcon et aussi sur le centre lourd de Mâcon. Donc le travail d'équipe avant tout, c'est ce que j'ai présenté à l'équipe il y a quelques semaines. Où bien sûr, on va associer le personnel infirmier, aide-soignant et bien sûr la diététicienne. On va définir le rôle de chaque corps de métier dans ce projet. Et en fait, on va surtout déjà se mettre à la page. Alors, quels sont les prérequis dans le traitement de la dénutrition ? Déjà, vérifier qu'on soit en dialyse adéquate et suffisante, ça c'est bon. Corriger l'acidose, traiter l'inflammation, documenter la dénutrition et bien sûr
éliminer une cause autre organique de cette dénutrition. On va regarder un petit peu si on est dans les clous du suivi des marqueurs nutritionnels des patients, avec une enquête diététique qui est recommandée chaque 3, 6 ou 12 mois en fonction du risque nutritionnel, l'évaluation du poids et de l'IMC chaque mois, le NPCA 3 mois 6 stable. Alors le taux d'albumine tous les mois, je trouve que c'est un petit peu excessif. Si on les fait déjà tous les 3 mois, c'est bien. La CRP tous les mois, le bilan lipidique tous les 6 mois. Voici les critères IPAX-HAS sur le thème qualité de la prise en charge des patients en hémodialyse chronique, avec notamment un item sur la surveillance nutritionnelle et du statut nutritionnel. Et ensuite, nous, on va proposer une étude avec une EPP où on va regarder un petit peu la qualité de vie des patients, intégrer le patient au centre des préoccupations, quelle est leur qualité de vie actuelle, et est-ce que en modifiant la collation, en mettant une collation enrichie et en modifiant un petit peu leur apport protéique, est-ce qu'à terme, on aura une amélioration de cette qualité de vie aussi? On essaiera de regarder également l'activité physique, mais juste en termes de nombre de pas par jour qu'ils feront. On va créer un questionnaire de satisfaction alimentaire qu'on va proposer aux patients et estimer au mieux leur consommation après dialyse, avec bien sûr la mesure de l'échelle de faim. On va analyser tout cela en équipe et associer aussi l'institution avec le clan et le service qualité de l'hôpital. Et ensuite, on essaiera de proposer une stratégie globale de prise en charge avec un algorithme de renutrition et de suivi nutritionnel. En s'aidant notamment des outils existants, et je vous ai mis un petit peu ce qui existe déjà et ce qu'on peut utiliser, qui est très très simple, notamment ces conseils et recettes pour les patients dialysés qu'on trouve sur le site de la SFNEP, qui est la Société française de nutrition entérale et parentérale. Et c'est vraiment très très bien fait. Ce sont des recettes de cuisine toutes simples, rapides et très bonnes. J'ai testé pour les patients dialysés. Donc tout ce qu'il faut en termes d'apport protéique et de limitation en phosphore et de potassium. Et en imaginer d'autres. Alors j'aime beaucoup cet article où c'est une équipe de Roubaix qui a fait des crêpes pour les patients en hémodialyse. Et en fait, elles ont eu l'idée, au moment du carnaval, de faire des crêpes à base de compléments alimentaires hyperprotéiques. Et j'aime beaucoup ça, parce que c'est quelque chose d'inventif. Et au final, ça a marché. Et la photo, elle parle bien. Bah oui, l'alimentation, c'est un plaisir. Et c'est pas parce que le patient est en hémodialyse qu'il n'y a plus droit. Donc la dénutrition protéino-énergétique est encore trop fréquente en dialyse et responsable d'une mortalité élevée. L'amélioration des techniques de dialyse n'a pas permis de résoudre ce problème. La solution est une augmentation de l'apport protéique alimentaire, et j'espère que je vous ai convaincu aujourd'hui, associée à une stratégie globale de prise en charge du diagnostic de dénutrition au suivi nutritionnel. Merci.